J'avais la vie rêvée, une entreprise florissante, une femme magnifique, un fils adorable, une maison que beaucoup envieraient. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un après-midi anodin au parc devienne le premier domino à tomber. Un commentaire étrange. Une intuition. Et puis, un abîme de secrets que je n'aurais jamais imaginé découvrir. Ma femme menait une double vie sous mon nez tout en étant mère au foyer pour notre fils. Attachez vos ceintures, car ce que je vais raconter ressemble au scénario d'un thriller psychologique, mais je jure que chaque mot est vrai. Je m'appelle Thomas. J'ai 40 ans, et je m'en suis plutôt bien sorti. Je dirige une entreprise de construction et des rénovations haut de gamme et des projets neufs. J'ai lancé ça à la fin de la vingtaine, bâti de toutes pièces. Ça a demandé de longues heures, beaucoup de sueur, quelques nuits blanches, mais j'en ai fait quelque chose dont je suis fier. Nous sommes 27 maintenant, la plupart loyaux depuis des années, et on ne manque jamais de boulot. Je ne suis pas du genre à frimer, mais j'ai assez d'argent à la banque pour que ma famille vive confortablement, et même un peu plus. Ma femme, Juliette, a 32 ans aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a 8 ans à une pendaison de crémaillère organisée par un vieux pote de fac. J'ai failli ne pas y aller. C'était une froide soirée de février, et je venais de gérer une catastrophe de climatisation sur l'un de nos chantiers. Je me souviens avoir pensé que j'allais passer une heure, prendre une bière, saluer, et rentrer. Drôle de voir comment la vie se fiche de vos plans. Je l'ai vue dès que je suis entré. Pas seulement vu le remarquer. Elle sortait du lot. Grande, peut-être 1,75 m, avec des bottes qui ajoutaient quelques centimètres. Elle était près de la cheminée, discutant avec un groupe, mais on aurait dit qu'elle était sous son propre projecteur. Il y avait quelque chose de magnétique chez elle. Pas juste son apparence, c'était sa façon de se tenir, comme si le monde ne lui devait rien, mais qu'elle prendrait tout ce qu'il offrait avec un sourire. Je ne suis pas allé vers elle tout de suite. J'ai traîné près de la table des boissons, l'air détaché. C'est elle qui est venue à moi, demandant si j'étais le type avec le pick-up garé comme un aveugle dehors. C'était moi, en effet. Mon Renault Trafic prenait presque tout le trottoir, et elle avait dû glisser sa petite Peugeot à côté. On a ri, et comme ça, on a commencé à parler. Tout a semblé facile ensuite. On est resté dans notre coin toute la soirée, à rire, échanger des histoires, comparer nos pires expériences de plats à emporter. J'ai appris qu'elle était décoratrice d'intérieur indépendante, cherchant des contrats stables après avoir quitté un boulot dans un magasin de meubles. Elle était intelligente, opiniâtre, et pouvait me tenir tête dans n'importe quelle conversation, ce que j'aimais. On est sorti prendre un café 2 jours plus tard. Puis un dîner. Puis une balade en voiture sans destination précise, juste parce qu'on n'avait pas envie de rentrer. Avant que je m'en rende compte, on passait presque toutes nos soirées ensemble. 1 an plus tard, elle emménageait chez moi, et l'année suivante, on était mariés. Petit mariage, juste la famille et les amis proches. J'ai porté mon plus beau costume, elle une robe blanche qui m'a coupé le souffle l'espace d'un instant. Ces premières années étaient magiques. On a trouvé notre rythme. Je travaillais de longues heures pour développer l'entreprise, et Juliette a transformé notre maison en foyer. Puis est arrivé Lucas. Ce garçon est né en criant comme un champion. En bonne santé, bruyant, parfait. Au moment où l'histoire commence, il avait 4 ans et ressemblait trait pour trait à sa mère, même pommette, même sourire qui illumine une pièce. Je me souviens de l'avoir tenu cette première nuit à l'hôpital, Juliette endormie à côté, et de m'être dit, c'est ça. C'est tout ce qui compte. Je me suis occupé des finances dès le début. Juliette et moi en avions parlé avant même la naissance de Lucas. Elle voulait être là pour lui, ne pas rater une seconde de son enfance. J'étais d'accord. Elle resterait à la maison avec le bébé, et je m'occuperais du reste. Factures, courses, assurances, épargne, ça ne me dérangeait pas honnêtement, j'étais fier de subvenir à nos besoins. Elle était formidable au début. La maison était impeccable, le dîner toujours prêt, même si c'était simple, et elle chouchoutait Lucas comme un petit prince. Elle était fatiguée, bien sûr, comme toutes les jeunes mamans, mais elle gérait avec grâce. Je rentrais après une journée de 12 heures, en sueur et courbaturé, et elle m'accueillait avec un sourire et une étreinte, Lucas gazouillant dans son trotteur au salon. Je me sentais chanceux. Non, plus que ça, choisi. Comme si j'avais trouvé le genre d'amour rare dont on fait des chansons. Je n'ai pas remarqué les petits changements au début. On ne le fait pas, quand on est plongé dans le travail et qu'on essaie d'être un bon mari et père.
La vie va vite quand on la vit. Un jour se fond dans le suivant. Lucas a atteint ses 2 ans comme une petite tornade. Plein d'énergie, de questions, et d'une série infinie de « Pourquoi ?» qui pouvait mettre un adulte à genoux. Juliette n'était pas du genre à se plaindre. Mais je rentrais après une longue journée et voyais ce regard dans ses yeux comme si elle fonctionnait sur les dernières gouttes d'essence. La maison était toujours propre, Lucas baigné et nourri, mais Juliette était assise sur le canapé, fixant une tasse de café froid comme si elle avait oublié l'avoir préparé 3 heures plus tôt. Un soir après le dîner, elle s'est ouverte. Elle a dit qu'elle était juste fatiguée. Que Lucas entrait dans une phase où il demandait une attention constante, et qu'à la fin de la journée, elle se sentait traîner derrière un camion. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. Je voyais bien qu'elle ne mentait pas. Alors j'ai fait ce que tout homme amoureux ferait, à mon avis. Je lui ai dit qu'on engagerait quelqu'un. 2 semaines plus tard, Claire est arrivée. Je l'ai trouvée grâce à une recommandation d'un de mes fournisseurs, sa femme ne jurait que par elle. Claire avait la quarantaine passée, un visage doux, une voix calme. Dès le premier jour, elle s'est bien entendue avec Lucas. Il l'adorait. Juliette semblait soulagée aussi, même si je voyais qu'elle hésitait à lâcher les rênes au début. Claire n'était pas juste une nounou. Elle s'occupait du linge, rangeait, préparait même le dîner quelques soirs par semaine. Ça donnait à Juliette l'espace dont elle avait besoin, et je commençais à revoir un peu de sa lumière d'avant. Avec ce temps retrouvé, Juliette a repris une vie que j'avais toujours souhaitée pour elle. Elle s'est inscrite dans une salle de sport locale. A pris un abonnement à un cours de yoga et un coach personnel. Rien d'extravagant, juste quelques séances par semaine, disait-elle, pour son dos et son énergie. Elle a aussi commencé à aller au spa en ville. Ça l'aidait à se détendre, disait-elle. Sa garde-robe a changé aussi. Je l'ai remarqué, même si je n'ai pas dit grand-chose. Elle a commencé à acheter des choses plus chic. Un nouveau sac à main par-ci, quelques paires de talons qu'elle ne portait jamais avant. Je lui avais donné ses propres cartes de crédit. Sans limite. Sans question. Elle avait aussi son propre compte bancaire, pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je voulais qu'elle se sente libre. Elle l'avait mérité. Elle passait ses journées à élever notre fils, à tenir la maison, et ce n'était pas une mince affaire. Elle méritait d'avoir des choses à elle. Le SUV, c'était mon idée. Je l'ai surprise un samedi matin. Une Renault Capture flambant neuve, blanche avec un intérieur en cuir beige. Tout équipé et caméra, GPS, siège chauffant, le grand jeu. Juliette a pleuré en la voyant. Elle a dit que je la gâtais. J'ai répondu, et comment? C'est le plan. À ce moment-là, je pensais qu'on avait un système qui marchait. Je bossais 10 à 12 heures par jour, parfois plus. Entre les chantiers, les réunions avec les clients et les rares déplacements hors de la ville, je n'étais pas beaucoup à la maison en journée. Mais je faisais toujours en sorte de rentrer pour le dîner. Ou au moins pour le coucher, si je devais rester tard. Les week-ends, j'emmenais Lucas pêcher ou manger des crêpes. On formait une équipe, Juliette et moi. C'est ce que je ressentais. Elle gérait la maison, moi l'entreprise, et on s'occupait d'être parents ensemble. Elle avait plus de temps pour elle, ce que je trouvais sain. On peut vite perdre son identité dans le rôle de parent. Je ne voulais pas ça pour elle. Alors j'encourageais la salle de sport. Les déjeuners avec ses amis. Les balades l'après-midi quand Claire gardait Lucas. Si elle s'absentait un peu plus longtemps de temps en temps, je n'y pensais pas trop. Si elle rentrait en souriant, avec une nouvelle plante ou un smoothie frais, j'étais content. Elle semblait heureuse. Elle méritait de l'être. Et j'étais fier de lui offrir ça. C'était un vendredi comme les autres, sauf que j'ai décidé de rester à la maison. Pas de visite de chantier, pas d'appel en chaîne, pas de course après les fournisseurs. Juste moi et Lucas. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Je n'étais pas malade, et rien n'allait mal au travail. J'avais juste envie de passer du temps avec mon fils. Je me suis rendu compte que j'étais tellement pris par les plannings, les factures et les nuits tardives que je n'avais pas passé une vraie journée avec lui depuis trop longtemps. Alors j'ai appelé le bureau, dit à mon contremaître de gérer, et préparé Lucas pour une journée père-fils. On a commencé au parc. Un parc tout simple à quelques kilomètres, avec du gazon doux et ses filets d'escalade que les enfants adorent. Au bout d'1 heure, je lui ai demandé s'il voulait une gâterie. Il a souri,
hochait la tête comme si je lui avais proposé un voyage à Disneyland Paris. On a marché jusqu'au petit stand de snack près du lac, et je l'ai laissé choisir. Il a pris une glace au chocolat. On s'est assis sur un banc en bois à l'ombre des arbres, lui balançant ses jambes et mettant du chocolat partout sur son menton. J'ai ri et lui ai dit de faire attention, sinon on devrait l'arroser avant de remonter dans la voiture. Et puis il a dit ça. Sorti de nulle part, comme si c'était la phrase la plus banale du monde. Tonton Marc dit que ce genre a des produits chimiques. Je me suis arrêté. Quoi, ai-je demandé, plus surpris qu'inquiet au début. Tonton Marc. Il dit que ce n'est pas sain. La glace blanche, c'est mieux. Je n'ai pas insisté. Il a 4 ans. Les enfants disent des choses bizarres tout le temps. Des amis imaginaires, des personnages de dessins animés, des histoires qu'ils mélangent dans leur tête. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, si naturel et réel, ça m'a marqué. Comme un caillou dans une chaussure. Sur le trajet du retour, je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. On n'a personne dans la famille qui s'appelle Marc. Aucun de mes amis ne s'appelle Marc. Je ne me souviens pas que Juliette ait jamais mentionné un Marc. Encore moins un tonton Marc. Dans la construction, on développe un instinct pour repérer les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Quand on est rentré, Juliette n'était pas là. Claire a dit qu'elle faisait des courses. Je n'ai pas demandé lesquelles. J'ai juste hoché la tête et aidé Lucas à se laver. Plus tard ce soir-là, après le dîner et le bain, après que Lucas était couché et que Juliette est rentrée toute souriante avec un sac d'une boutique, je me suis assis sur le canapé, faisant semblant de regarder une émission de rénovation. Elle parlait de la circulation et du prix exorbitant des bougies. J'acquiesçais au bon moment. Je riais quand il le fallait. Mais ma tête était ailleurs. Vers 21h30, elle est montée prendre une douche. J'ai attendu que l'eau coule, puis j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Sophie, mon assistante. Elle est avec moi depuis que l'entreprise n'avait que 2 employés et une caravane rouillée comme bureau. Elle me connaît mieux que la plupart. Salut, ai-je dit, j'ai besoin que tu cherches quelque chose pour moi. Un silence, puis sa voix, plus aiguë, ok. Quel genre de choses? Je veux le meilleur détective privé de la ville. Sans question. Discret. Un autre silence. Je t'envoie une liste demain matin. Non, ai-je dit. Ce soir. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, donne-moi 20 minutes. 20 minutes plus tard, j'avais un nom, un numéro, et une solide recommandation. Ancien policier, discret, doué pour la surveillance. J'ai appelé, laissé un message, et l'après-midi suivant, on se rencontrait dans un coin reculé d'un café. Il s'appelait David. Chauve, trapu, avec cette façon de parler calme qui vous force à vous pencher. J'avais apporté un dossier avec une photo de Juliette, son emploi du temps, sa plaque d'immatriculation, ses courses habituelles, et les endroits qu'elle fréquentait. Je lui ai donné un chèque suffisant pour couvrir un mois de travail. Pas de limite de budget. Je voulais des mises à jour quotidiennes photos, lieux, horaires. Peu importe si ça semblait banal. Je voulais tout. Il a demandé, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, faites le boulot. Ce soir-là, je suis rentré, j'ai embrassé Juliette sur la joue, et lui ai dit que j'avais une grosse journée demain. Elle a souri, s'est blottie contre moi, et a dit qu'elle ferait des crêpes demain matin. J'ai souri en retour. Et puis j'ai attendu. David n'a pas perdu de temps. Ça, je l'appréciais. Pas de blabla, pas de chichi. Juste des résultats. 2 jours après notre rendez-vous au café, j'ai reçu la première mise à jour. Quelques photos. Rien d'explosif encore, juste Juliette montant dans son SUV, se garant près d'un bistrot de l'autre côté de la ville, entrant, s'asseyant près de la vitre. Un jour plus tard, elle n'était plus seule. L'homme était grand, athlétique. Cheveux bruns, rasés de près. Peut-être la trentaine avancée. D'après l'angle des photos, je voyais qu'ils n'étaient pas de simples connaissances. Ils étaient assis près l'un de l'autre. Parlaient comme s'ils se connaissaient bien. Se penchaient. Souriaient. Elle touchait son bras. J'ai regardé les photos longtemps. Peut-être que c'était innocent, me disais-je. Peut-être un vieil ami. Peut-être qu'elle l'a croisé et a décidé de discuter. Peut-être.
Un autre jour. Même homme. Cette fois, Juliette est passée le chercher. Ils sont allés dans un centre commercial à l'autre bout de la ville, un endroit où on ne va jamais. Ils marchaient ensemble. Il portait son sac. Ils se sont arrêtés pour un café. Il riait. Elle a pris sa main. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas innocent. Pourtant, je n'ai rien dit. Je l'ai embrassé le lendemain matin comme d'habitude. J'ai pris Lucas dans mes bras et lui ai dit que je serais là pour le dîner. J'agissais normalement, même si mon estomac faisait des saltos et mon esprit tournait à toute vitesse. Chaque jour, David envoyait plus. Photos, courtes vidéos, quelques horaires. Une vidéo les montrait assis sur un banc dans un parc, elle appuyait contre lui. Son bras autour de ses épaules. Sa tête contre son torse. J'ai regardé 2 fois, pour être sûr. Puis est venu l'hôtel. Ils n'y sont pas entrés comme des étrangers. Ils y sont entrés comme un couple. Pas de sac. Pas de mallette. Juste son sac à main et son téléphone à lui. Ils sont restés environ 1 heure. En sont sortis en marchant plus lentement qu'à l'entrée. Il a touché le bas de son dos en allant à la voiture. Elle lui a souri, insouciante. C'est à ce moment que mon cœur a vraiment chaviré. Comme si on m'avait arraché quelque chose de la poitrine pour le remplacer par un bloc de plomb. Je n'étais pas surpris, pas vraiment. Mais ça m'a quand même frappé fort. Le voir, c'était différent de le soupçonner. La voir avec quelqu'un d'autre riant, heureuse, familière, c'était autre chose. Et ce qui a enfoncé le couteau plus loin, c'était ce que Lucas avait dit. Tonton Marc. C'était lui. Cet homme. Celui qu'elle introduisait dans le monde de mon fils. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas claqué de porte ni exigé de réponse. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de tout. Alors j'ai continué à faire semblant. Chaque matin, je me levais, faisais mon café, l'embrassais sur la joue. Je lui demandais comment serait sa journée. Elle disait qu'elle faisait des courses ou allait à la salle. Je hochais la tête et disais, super, chérie. Pendant ce temps, David était là dehors à suivre, enregistrer, documenter tout. 2 ou 3 fois par semaine. C'est comme ça qu'elle le voyait. Certains jours, juste un café ou un déjeuner. Parfois l'hôtel. Toujours à l'autre bout de la ville. Toujours là où elle pensait ne pas être vue. David était méthodique. Il a commencé à noter des schémas. Jour de la semaine. Horaire. Restaurant. Enregistrement à l'hôtel. Ils avaient l'air d'un couple au début d'une histoire. Ce genre d'éclat. À la maison, elle était parfaitement normale. Souriante. Présente. Je la regardais embrasser notre fils pour lui souhaiter bonne nuit, lui dire « Maman t'aime plus que tout ». Cette dualité a brisé quelque chose en moi. J'ai aussi tenu un compte. J'ai commencé à marquer les jours sur un carnet dans mon bureau. Je les rayais un par un. 14 rencontres en un mois. 6 à l'hôtel. Le reste café, parc, magasin, endroit où elle et moi n'allions jamais ensemble. C'était clair que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une seconde vie. Et c'est moi qui finançais tout ça. Le SUV. Les vêtements. Le temps. Le luxe de faire des courses, pendant que Claire s'occupait de notre fils et que je me cassais le dos à subvenir à nos besoins. Tout prenait sens maintenant. Je me sentais comme un idiot. J'ai attendu encore quelques jours, rassemblé toutes les preuves de David. J'ai imprimé les photos, sauvegardé les vidéos sur une clé USB, et rangé le tout dans une chemise avec son nom. Ça semblait irréel, de taper son nom comme si elle était un sujet de rapport. Mais c'est ce qu'elle était devenue à ce moment-là. Un cas à résoudre. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Sophie. Ni à Claire. Ni à mon frère, ni à mon meilleur ami. J'ai porté ça seul. Et puis j'ai fait un plan. L'anniversaire de Juliette tombait un jeudi cette année-là. Je me souviens, j'étais levé tôt, comme toujours, à faire du café pendant que la maison était encore silencieuse. Lucas s'était glissé dans notre lit pendant la nuit, alors j'ai laissé Juliette dormir un peu plus. Je suis resté dans la cuisine avec ma tasse, regardant le ciel passer du gris alors par la fenêtre, pensant à ce qui allait venir.
Ça faisait un peu plus d'un mois que j'avais donné ce dossier au détective. 14 rencontres. 6 visites à l'hôtel. Des dizaines de photos, des heures de vidéos, toutes étiquetées et horodatées. J'avais chaque détail étalé comme un plan sur une table. Mais je n'avais rien dit. Pas encore. J'ai décidé que son anniversaire serait le jour. Claire m'a aidé à tout préparer. Je lui ai dit qu'on dînerait à la maison juste moi, Juliette, et Lucas. J'ai commandé chez son restaurant italien préféré, celui qu'elle aimait depuis qu'on sortait ensemble. Claire a allumé des bougies et dressé la table avec les belles assiettes. J'ai pris une bouteille de vin que Juliette aimait. Une musique douce en fond. Tout était calme, chaleureux. Comme si rien n'allait de travers. Juliette est rentrée vers 18h. Elle a dit qu'elle faisait du shopping. Elle avait 2 sacs, un d'une boutique, l'autre d'une parfumerie. Elle était belle. Cheveux bouclés, rouge à lèvres, souriant comme si c'était le meilleur jour de la semaine. Quand elle a vu la table, elle s'est illuminée. « Mon Dieu », a-t-elle dit, « tu as fait tout ça ?» Je me suis approché et l'ai serré dans mes bras. « Bien sûr. Ce soir, c'est pour toi. » Elle s'est blottie contre moi, m'a embrassé sur la joue. « T'es le meilleur », a-t-elle dit. On a dîné. Lucas parlait sans arrêt, racontant une chenille qu'il avait vue sur le perron plus tôt. Juliette riait, jouait le jeu, lui posait des questions, ajustait sa serviette. Si quelqu'un était entré à ce moment, il aurait pensé qu'on était une petite famille parfaite en train de passer une soirée paisible. À 20h30, Lucas était couché et ronflait doucement. Juliette était sur le canapé avec une couverture, un verre de vin à la main. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit, regardons quelque chose ensemble. J'ai un truc amusant de prévu. Elle a souri. C'est quoi? Tu verras, ai-je dit en prenant la télécommande. J'avais chargé le fichier plus tôt dans la journée à la compilation de David. Eux deux au bistrot. Se tenant la main sur le parking. Entrant dans le hall de l'hôtel. Sortant 1 heure plus tard, souriant. J'ai appuyé sur lecture. Au début, Juliette a penché la tête, confuse. Puis elle s'est redressée. Ses yeux se sont fixés sur l'écran. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, fort. Sa main s'est figée sur le verre de vin. Elle n'a rien dit pendant au moins 30 secondes. Puis, doucement, mais tranchant, tu m'as suivi. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, suis allé dans mon bureau. Je suis revenu avec le dossier. Je l'ai posé sur la table basse devant elle. Elle ne l'a pas touché. Elle l'a fixé comme si c'était toxique. Puis, lentement, elle l'a ouvert. Photo après photo. Eux deux à différents endroits. Notes. Horodatage. Page après page. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, puis les a relevés vers moi. Son visage a changé et d'abord confusion, puis panique, puis quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Des larmes ont commencé à perler dans ses yeux. « S'il te plaît », a-t-elle dit. « Laisse-moi expliquer. » Je n'ai rien dit. Je suis resté là, bras croisés. J'ai attendu. Elle a posé le dossier. S'est essuyé le visage. « Ce n'est pas ce que tu penses », a-t-elle commencé. Ça ne voulait rien dire. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Ça m'a échappé. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'elle ressente ce silence. Qu'elle en sente le poids. Elle a continué à parler. À divaguer, vraiment. Disant que c'était stressant, qu'elle se sentait invisible, qu'elle ne savait plus comment me parler. Des excuses. Des raisons. Aucune n'était suffisante. Je me suis rassis. Je l'ai regardée essayer de trouver un appui sur un sol qui s'effondrait. Quand elle a enfin épuisé ses mots, j'ai hoché la tête une fois. Elle n'a pas bougé du canapé pendant longtemps. Elle est restée là, tenant ce dossier comme s'il allait la mordre. Je l'observais attentivement. Je l'ai vue pleurer, essayer de se ressaisir, s'effondrer à nouveau. Ses yeux restaient fixés sur le sol, comme si me regarder était trop dur. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'en avais pas besoin. Elle savait déjà que le sol s'était dérobé sous ses pieds. J'ai croisé les mains et lui ai dit exactement comment ça allait se passer. Je ne divorce pas, ai-je dit. Pas maintenant. Pas encore. Elle a levé les yeux,
les paupières gonflées, les lèvres tremblantes. Mais ne prends pas ça pour du pardon, ai-je dit. Ce n'est pas de la clémence. C'est pour Lucas. Parce que ce petit garçon là-haut pense encore que t'es tout son monde. Et je ne serai pas celui qui brisera ça pour lui. Pas encore. Elle a recommencé à pleurer. De profonds sanglots qui la secouaient. Je l'ai laissé pleurer. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à envelopper la pièce. Quand elle s'est enfin calmée, je lui ai donné les conditions. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Non négociable. Tu n'as plus besoin d'aide. T'as eu assez de repos, assez de gâteries. Il est temps de faire ce pourquoi t'as signé. Elle a hoché la tête à travers les larmes. Plus de cartes de crédit. Je les ai déjà gelées. Plus de virées shopping. Plus de restos. Plus de plats à emporter. Tu cuisines tous les repas maintenant. Un autre hochement. Plus de voitures. Je prends les clés ce soir. Elle se mordait la lèvre si fort que j'ai cru qu'elle allait saigner. Plus de spa. Plus de salles de sport. Plus de yoga. Plus de soins du visage. Plus de sorties entre filles. Tu restes dans cette maison, et tu t'en occupes comme si elle comptait pour toi. J'ai marqué une pause. L'essence à s'imprégner. Tu la gardes propre. Tu le nourris. Tu élèves notre fils. Tu fais tourner cette maison comme si c'était tout ce que t'as parce que c'est le cas maintenant. Elle a couvert son visage des deux mains, tremblante, murmurant « Je ferai n'importe quoi ». Je me suis penché en avant. Bien. Parce que si j'entends ne serait-ce qu'un murmure de cet homme, ou d'un autre, t'es dehors. Pas de discussion. Pas de seconde chance. Tu partiras avec rien d'autre qu'un sac à langer et des regrets. Tu me comprends? Elle n'a pas parlé. Elle a juste hoché la tête lentement. Je me suis levé. J'ai pris le dossier sur la table basse et l'ai ramené au bureau. Je l'ai verrouillé dans le tiroir où je rangeais les choses que je ne voulais plus jamais revoir. Quand je suis revenu, elle était toujours sur le canapé, s'essuyant le visage avec sa manche, les genoux repliés comme une enfant apeurée. Je pensais ce que j'ai dit, lui ai-je dit. Je ne suis pas là pour te punir. Je suis là pour protéger notre fils. Si tu tiens à ce garçon autant que moi, tu prendras cette seconde chance au sérieux. Elle a murmuré, je tiens à lui. Je le jure. Alors prouve-le, ai-je dit. Avec des actions. Pas des mots. Et c'est ainsi qu'on a commencé le chapitre suivant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai appelé Claire dans la cuisine, et je l'ai licenciée. Elle était surprise, mais n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a dit qu'elle comprenait, m'a fait un sourire poli, et a laissé sa clé sur le plan de travail. Lucas l'a serrée dans ses bras en lui disant au revoir et a demandé si elle reviendrait. Elle a dit, pas avant un moment, mon grand. Juliette est restée dans la chambre ce matin-là, silencieuse comme une ombre. Plus tard dans la journée, elle a appelé la salle de sport et annulé son abonnement. Les rendez-vous au spa ont disparu du calendrier. Ses comptes sur les réseaux sociaux se sont tus. Et les clés de la capture? Je les ai enfermées dans le coffre. La maison a changé. La musique qui jouait tous les après-midi sur son enceinte Bluetooth s'est arrêtée. L'odeur des plats à emporter a été remplacée par des gratins et des plats mijotés. La vaisselle était lavée et séchée à la main. Les sols étaient balayés 2 fois par jour. Les jouets de Lucas restaient organisés. Le linge était plié et rangé au lieu de s'entasser sur les chaises. Elle a arrêté de porter du parfum. A commencé à porter des pulls. Ses cheveux étaient attachés la plupart du temps, et ses mains sont devenues un peu plus rugueuses à force de nettoyer. Mais elle était présente. Pour moi. Pour Lucas. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais sentir qu'elle essayait. Et moi, je gardais mes distances. Je n'étais pas froid. Je n'étais jamais cruel. Mais je n'étais pas tendre non plus. J'avais besoin de temps pour observer, pour voir si la femme que j'avais épousée était encore quelque part dans celle qui m'avait trahi. Je ne savais pas ce qui se passerait dans les mois à venir. Je n'avais pas de feuille de route. Tout ce que j'avais, c'était ce nouvel arrangement. Strict. Clair. Mérité, pas offert. Elle devait tout reconstruire de zéro. Et je devais voir si je pourrais un jour lui faire confiance à nouveau. Un mois a passé. 30 jours où Juliette a fait tout ce qu'elle était censée faire.
cuisiner 3 repas par jour, garder la maison propre de fond en comble, plier chaque morceau de linge, même organiser les jouets de Lucas par taille et couleur. Elle n'a jamais râlé. Elle s'occupait. Pas de rendez-vous au spa. Pas de salle de sport. Pas de déjeuner entre copines. Si elle quittait la maison, c'était pour acheter des courses ou emmener Lucas au parc. Elle était toujours rentrée avant le dîner. Elle laissait son téléphone en évidence, comme si elle n'avait rien à cacher. Elle ne le verrouillait pas. Ne le mettait même pas en silencieux. Pas une seule fois je ne l'ai vue nerveuse quand il vibrait. La plupart des jours, elle semblait fatiguée. Pas épuisée comme avant, mais vidée d'une autre manière. Comme quelqu'un qui porte quelque chose de lourd à l'intérieur. Ses yeux étaient rouges le matin, comme si elle avait pleuré avant de s'endormir, mais elle continuait. Je ne vais pas mentir. Certaines nuits, je ne pouvais même pas m'asseoir à côté d'elle. Je finissais le dîner et allais directement au garage ou au bureau. Je faisais semblant d'être occupé pour ne pas avoir à sentir le silence entre nous. Je n'étais pas prêt à pardonner. Pas même prêt à parler. Mais je ne pouvais pas oublier Lucas. Il n'avait que 4 ans. Tout ce qu'il voyait, c'était sa maman et son papa, toujours sous le même toit. Toujours là pour le border le soir. Toujours là pour l'embrasser le matin. Il ne savait rien des mensonges. C'est là que j'ai décidé de la tester à nouveau. J'ai appelé David, le détective, le même qui avait tout trouvé la première fois. Je veux que vous la surveilliez encore, lui ai-je dit. Même chose. 1 mois. Couverture complète. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, compris, et s'est mis au travail. C'était étrange de le réengager, pas parce que je ne la croyais pas, mais parce qu'une partie de moi voulait y croire. Je voulais avoir tort. Je voulais que David me dise qu'elle était ennuyeuse, prévisible, aussi clean qu'un sermon du dimanche matin. Et pendant le mois suivant, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Les rapports arrivaient comme avant. Photos. Notes. Horodatage. Mais cette fois, rien de suspect. Elle allait au supermarché 2 fois par semaine. Récupérer Lucas chez un voisin après une après-midi de jeu. Aller à la bibliothèque avec lui 1 fois. Se promenait dans le quartier avec la poussette un après-midi ensoleillé. S'arrêter pour discuter avec quelques mamans du coin. Pas de détours étranges. Pas d'hôtel. Pas de rendez-vous au café. Pas de second téléphone. Pas de rencontre secrète. Je n'ai rien dit à Juliette quand le mois s'est terminé. Je ne lui ai pas dit que j'avais réengagé David. Je n'ai même pas mentionné les rapports. Mais quelque chose a changé en moi. Pas d'un coup. C'était lent. Comme le premier jour du printemps après un long hiver. On ne fait pas confiance au soleil, mais on remarque qu'il est là. On ne retire pas son manteau, mais on le laisse déboutonner. Elle a recommencé à fredonner en nettoyant. Elle racontait à Lucas des histoires dans le bain qui le faisaient rire si fort qu'il en avait le hoquet. Elle a fait des sablés pour la première fois depuis plus d'1 an et en a laissé un, encore chaud, sur mon bureau avec un mot qui disait « Merci de me laisser essayer ». Je n'ai pas touché le sablé. Mais j'ai lu ce mot plus d'une fois. Je ne savais toujours pas ce qui viendrait ensuite. Je n'avais pas de plan au-delà de ce point. Mais pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je ne me sentais plus en attente d'un choc. Et pour moi, c'était un début. Le temps a une drôle de façon d'adoucir les choses, pas de les effacer, juste d'en lisser les contours. Cette première année après tout ce qui s'est passé, je portais tout avec des poings serrés. La douleur, la fierté, la colère et des choses que je ne pouvais même pas nommer. Mais je tenais bon. Pour Lucas. Pour mon propre sens du contrôle. À un moment, j'ai commencé à lâcher prise. Pas d'un coup. Pas parce qu'elle me l'a demandé. Juste lentement. Naturellement. Comme on cesse de remarquer une cicatrice jusqu'à ce que quelqu'un la pointe du doigt. J'ai commencé à la voir différemment. J'avais encore des doutes. Il ne disparaissait pas comme ça. Mais je l'observais. Attentivement. La façon dont elle écoutait les histoires de Lucas. La façon dont elle le bordait et murmurait des prières au-dessus de sa tête quand elle pensait que je n'écoutais pas. La façon dont elle posait son téléphone face visible sur le plan de travail, comme pour me montrer qu'il n'y avait rien. La façon dont elle cessait de se cacher. De moi. D'elle-même. Lucas continuait de grandir, vite, comme le font les enfants.
À travers tout ça, elle était là. Présente. Aimante. Constante. Et finalement, moi aussi. Ça a pris du temps, mais le silence entre nous a commencé à changer. Il a cessé d'être froid. D'être un mur. On a recommencé à partager des repas, pas juste manger, mais parler. Je me suis surpris à rire à ses blagues à nouveau. Elle souriait plus. Ses yeux reprenaient vie. Petit à petit, les pièces éparpillées commençaient à s'assembler à nouveau. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. 4 ans plus tard, on a une autre fille. Emma. Je n'étais pas sûr de vouloir un autre enfant. Je m'étais dit que cette partie de notre vie était finie. Mais Juliette en a parlé doucement, sans insister. Et quand le moment a semblé juste, on a essayé. On vit toujours dans la même maison. Le jardin est plus grand maintenant. Juliette a planté de la lavande le long de la clôture, elle dit que ça la calme. Lucas a 8 ans, grand pour son âge, toujours dehors à taper dans un ballon ou à construire quelque chose avec des bouts de bois. Parfois, quand tout est calme, je m'assois sur la terrasse avec un café et je les observe par la fenêtre. Juliette dans la cuisine avec Emma sur la hanche, Lucas à la table avec ses devoirs. Ça semble ordinaire. Comme n'importe quelle famille dans n'importe quelle rue en France. Mais je sais ce qu'il a fallu pour en arriver là. Je sais le feu qu'on a traversé. Et parfois, je me demande. Et si j'avais posé une question de plus à Lucas ce jour-là au parc? Et si j'avais tiré sur ce fil plus tôt? Ou si je ne l'avais pas fait? Et si je l'avais ignoré, balayé comme un commentaire anodin? Et si je l'avais confronté trop tôt? Et si j'étais parti? Et si j'avais tourné les talons cette nuit-là au lieu de poser mes conditions? J'y pense plus que je ne devrais. Mais ensuite, je regarde Juliette embrasser nos enfants pour leur souhaiter bonne nuit. J'entends Lucas rire depuis l'autre pièce, je vois Emma courir sur le sol avec une couverture en guise de cape. Je ressens la chaleur dans la maison, la paix qu'on a reconstruite de toutes pièces et je me dis. Peut-être que le chemin le plus dur était le bon. Peut-être que les secondes chances ne viennent pas toujours avec un joli ruban. Et peut-être que c'est ça, le vrai pardon. Pas faire comme si rien ne s'était passé. Juste choisir, jour après jour, de continuer quand même. Partagez votre opinion dans les commentaires, seriez-vous capable de pardonner à votre femme après qu'elle vous ait trompé, pour le bien de votre enfant? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».